Bonjour, monsieur de Montbrial. Nous sommes tous ravis de vous accueillir à HEC aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais revenir rapidement sur votre parcours académique et professionnel. Alors, vous êtes ingénieur de formation, vous avez intégré l'école polytechnique pour ensuite rejoindre le corps des mines et vous avez parachevé ce parcours avec un doctorat en économie à l'université de Berkeley en 1970. Aujourd'hui, vous êtes président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, institution de recherche qui est orientée vers la géopolitique et que vous avez fondée en 1979. Aujourd'hui, nous vous recevons à l'occasion de la parution de votre nouvel ouvrage, L'ère des affrontements, qui a été publié aux éditions Duno. Dans cet ouvrage, vous décriez l'apathie des institutions internationales, également de l'Europe, entre autres, face à l'instabilité non seulement croissante, mais également inquiétante de l'ordre mondial depuis le début des années 1990. Cette instabilité apparaît par le biais de facteurs multidimensionnels et de plusieurs natures. Nous avons la fragmentation du monde, la faillite des instances multilatérales, la confusion des valeurs, l'enchevêtrement des intérêts qui sont devenus aujourd'hui des constantes de la géopolitique. À tel point que la conjoncture pourrait rappeler la situation à la veille de la Première Guerre mondiale que Christopher Clark qualifiait de marche des somnambules. En effet, selon Clark, les dirigeants européens ont marché aveuglement, sans le vouloir, sans le savoir, même peut-être vers le désastre de 14-18. En ce sens, est-ce que la situation actuelle, marquée par une remise en question profonde des logiques géopolitiques qui ont jusqu'alors prévalu, ne rappellerait-elle pas la montée aux extrêmes précédant la Première Guerre mondiale? Cette question sera le fil rouge de notre conférence. Et dans ce contexte, Monsieur de Montbrial, le titre de votre ouvrage, L'ère des affrontements, porte en lui-même une tension qui est vive. S'agit-il d'un constat froid, nous sommes dans un monde avec beaucoup d'affrontements, ou plutôt faudrait-il y voir le résultat d'un enchaînement d'actes, de choix, de renoncements stratégiques et volontaires des acteurs de l'arène géopolitique? En d'autres termes, et pour le dire plus simplement, sommes-nous face à un désordre voulu ou à un désordre construit à l'aveugle par des acteurs qui seraient finalement des somnambules? Et si personne n'a réellement voulu cette instabilité, y a-t-il aujourd'hui des acteurs qui agissent en pleine conscience stratégique? Pour tenter de répondre à ces nombreuses questions, nous avons décidé de structurer cette conférence en deux parties. La première traitera de l'instabilité croissante de l'ordre géopolitique international et dans une deuxième partie, nous aurons un focus plus important sur le domaine économique, notamment sur les dynamiques de la mondialisation et de son pendant, c'est-à-dire la démondialisation. Bien, si vous voulez, je vous propose, avant que vous commenciez, de vous dire, de faire quelques remarques préliminaires. Vous avez employé le mot géopolitique. Je sais bien que tout est géopolitique aujourd'hui. C'est un mot très utilisé dans les classes préparatoires, dans vos classes préparatoires. Vous avez aussi des enseignements de géopolitique. C'est un terme que j'utilise moi-même avec une très très grande prudence. Pourquoi? Parce que dans la pratique, on emploie constamment le mot géopolitique comme équivalent synonyme de relations internationales, voire de politique internationale. C'est une erreur profonde. Pourquoi? C'est important par rapport à la suite de notre discussion. Parce que la géopolitique, littéralement, c'est, on va dire, l'intersection, si vous voulez, de l'histoire et de la géographie. Bon, pour faire simple. Mais en fait, le propre de la géopolitique, c'est l'idéologie relative au territoire. C'est-à-dire l'idée que certains disent représentation, Lacoste parlait de représentation relative au territoire. Moi, je préfère dire idéologie relative au territoire. C'est-à-dire que la façon dont chacun se représente les territoires aujourd'hui, sur l'Ukraine, si vous connaissez la guerre d'Ukraine, on ne peut pas comprendre quoi que ce soit à cette guerre
si on ne connaît pas l'histoire de la Russie, si on ne connaît pas celle de la Pologne, si on ne sait pas que l'Ukraine n'a jamais existé en tant qu'État que pendant 3 ans après la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite. Et ce sont ces facteurs-là qui sont à la base, à la racine d'un conflit comme celui que nous connaissons. Mais en même temps, ça n'était pas déterminé. C'est-à-dire que réfléchir sur la géopolitique, sur les aspects géopolitiques qui ont conduit à la guerre d'Ukraine, ne veut pas dire que cette guerre était inéluctable. Il aurait pu se passer tout autre chemin aurait été possible. Et ça, c'est la différence entre la géopolitique et la politique internationale. Et donc, j'insiste là-dessus, parce que toutes les questions excellentes que vous avez préparées pour cette discussion, ce ne sont pas, faut dire, ce ne sont pas vraiment des discussions de la géopolitique est derrière, mais c'est la politique internationale. Et dans la politique, il y a la liberté de choix, c'est-à-dire on peut aller dans une voie, on peut aller dans une autre voie. Vous voyez, c'est très important. J'ajoute qu'à l'époque où j'ai créé le Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, donc comme il y a un peu plus de 50 ans, 52 ans, le mot géopolitique n'était jamais été prohibé, et même au moment de la création de l'IFRI en 1979. Pourquoi? Parce qu'il y avait le souvenir de la géopolitique allemande et que la géopolitique était un terme qui était associé dans les mentalités à la géopolitique allemande de l'entre-deux-guerres, par conséquent. Et ce n'est que dans les années 80 que progressivement le mot géopolitique est arrivé, que tout le monde l'utilise. De même que le mot think tank, je crois que c'est d'ailleurs celui qui l'a introduit en France, parce que personne n'utilisait le mot think tank. Je vous dis ça parce que la question des mots, des terminologies est très importante, parce que beaucoup de disputes dans les échanges proviennent de ce que les gens ne donnent pas le même sens aux mots. Hein. Et voilà, donc je voulais vous dire ça parce que je pense que dans les réponses que je vous ferai à certaines de votre questions, dans le débat qui suivra, la clarification des concepts est importante. Cela dit, j'en ai fini pour ma déclaration liminaire. Donc c'est très bien, on va pouvoir passer à la première question qui traite de cette potentielle crise des institutions, ces organismes qui sont censés cristalliser les relations internationales que vous évoquiez. Dans votre dernier ouvrage, vous déplorez comment les mécanismes qui permettaient jadis de contenir les tensions, institutions et relations diplomatiques, se sont considérablement affaiblis. L'impuissance de l'ONU s'est à nouveau manifestée le 24 février dernier. Alors que ses membres restaient divisés sur l'Ukraine, la France et le Royaume-Uni, pourtant membres permanents et alliés de Kiev, se sont abstenus lorsque les États-Unis ont proposé une résolution ne garantissant ni la sécurité, ni l'intégrité du territoire ukrainien. La question est alors la suivante. Ces institutions internationales sont-elles encore garantes de paix, ou sont-elles devenues des outils au service des grandes puissances? Vous dites que je déplore. En fait, je ne déplore rien du tout. J'analyse. Je ne porte pas dans ce livre des jugements de valeur. Je cherche à expliquer pourquoi on en arrive là. Bon. Alors, vous parlez des institutions internationales. Il y a une chose que l'on apprend, je crois, quand on vit dans ce monde-là, c'est que les institutions internationales particulièrement sont par nature extrêmement fragiles. Pourquoi? Prenez l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, et le droit international. Le droit international est un droit d'une faiblesse extrême parce que il y a un secrétariat général des Nations Unies, qui est une institution en effet qui représente dans dans la Charte des Nations Unies et la matrice, si vous voulez, mais c'est du papier. Ce sont des traités, etc. Bon, mais vous n'avez aucune force exécutoire. La, la, le secrétaire général des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un super chef d'État, il est un fonctionnaire. Il est nommé par les autres pour diriger et orchestrer, si vous voulez, le travail du secrétariat des Nations Unies. Mais il n'a aucun pouvoir. Il n'a pas le moindre régiment qu'il puisse envoyer où que ce soit. C'est-à-dire que lorsque les Nations Unies mobilisent une force de maintien de la paix, par exemple, eh bien, il est obligé de réunir des pays qui sont d'accord pour le faire. Et tout ceci dans un cadre extrêmement strict.
voyez, c'est extrêmement différent des situations internes du droit interne. Donc, ce qu'il faut chercher à comprendre, puisque vous parlez de la guerre d'Ukraine, en réalité, qui est l'événement majeur qui conduit à ces peurs qui sont aujourd'hui répandues dans le monde entier, et naturellement, plus récemment, l'action du président des États-Unis, Trump. Ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce que ça a dérapé. Et pour ça, le point de départ, il faut le chercher dans la chute de l'Union soviétique. Parce que juste dans tout le temps qu'on appelle la guerre froide, toute cette période a été, en gros, hein, d'une extraordinaire stabilité. Bon. Mais la chute de l'Union soviétique, ça a été, pour le prix d'un, si je puis dire, deux événements majeurs. Ça a été la chute du communisme et la chute de l'Empire russe, Et toute l'histoire du XXe siècle est une histoire de chute d'empires. Les chutes des empires qu'on appelait centraux après la Première Guerre mondiale, la chute de l'Empire ottoman, la chute de l'Empire donc austro-hongrois, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu la chute des empires coloniaux européens. Il n'y avait que l'Empire russe qui restait encore. Il s'est effondré comme ça. Or, s'il y a une leçon de l'histoire, les chutes d'empires, dans toute l'histoire du monde, toutes les chutes d'empires, ça a provoqué des effets, tenez-vous bien, pendant des décennies, des décennies, des décennies. C'est-à-dire que en 1989-91, on pouvait prévoir, et celui qui vous le dit l'a prévu parmi que on allait avoir des conséquences différées pendant des décennies. Et l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la Géorgie, et tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de l'ancienne Union soviétique, ça fait partie de ces facteurs absolument fondamentaux. C'est pas le droit international qui peut empêcher ça, c'est littéralement impossible. Ce sont des forces beaucoup plus profondes que ça, comme les forces tectoniques, si vous voulez. Voilà, donc ça c'est la première chose que je dis. Et la situation qui s'est retrouvée donc après, là je pourrais vous parler longuement de ça, c'est fait d'ailleurs dans le livre, mais la situation sur le théâtre principal, sur le théâtre européen, elle est, si on veut résumer les choses synthétiquement, la conséquence de la chute de l'Union soviétique. Voilà. Or, après la chute de l'Union soviétique, il y avait plusieurs façons. Tout le monde institutionnel se trouvait complètement déséquilibré. Bon, si vous avez, c'est pas le cas ici, mais si on a une table ordinaire qui a 4 pieds, vous enlevez un pied et la table elle est complètement déséquilibrée. Et il y a toutes les chances qu'elle se casse la figure. Si vous asseyez sur une chaise normale qui a 4 pieds, vous enlevez la chaise et vous vous cassez la figure avec la chaise. C'est exactement ça qui s'est produit après la chute d'Empire. Voilà, donc le point de départ, il est là. Et ensuite, on trouve ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gouvernements sont obligés, les États sont obligés de s'adapter à des situations entièrement nouvelles, et à partir de là, ils peuvent partir dans toutes les directions. Toute l'histoire des guerres est basée sur ce genre de choses. Donc nous sommes dans une situation depuis 1989-91 qui est totalement différente de tout ce que nous avons connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on se trouve maintenant maintenant, ça fait plus de 30 ans, hein, entre parenthèses, dans une série de déséquilibres qui font que nous sommes dans un monde tout à fait différent. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation, dans la situation des somnambules? Alors, je vous dirai rapidement, puis vous me relancez après, parce que sinon je vais faire un tunnel immense. Je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes déjà rentrés dans une seconde guerre froide. Voilà. Très différente de la première. Très différente de la première parce que le paysage est beaucoup plus complexe que ne l'était le paysage simple, finalement, de la guerre froide que vous n'avez pas connue, d'ailleurs. Bon. Mais ça n'est pas tout à fait comparable à la Première Guerre mondiale. Il y a des éléments de comparaison. Par exemple, on voit bien qu'il peut y avoir pour les raisons que je viens de vous exposer, il peut y avoir des dérapages et des pertes de contrôle sur certains points. Que ces pertes de contrôle ensuite dégénèrent en entraînant une guerre mondiale, ma position, c'est de dire c'est suffisamment sérieux
pour qu'on y fasse extrêmement attention. C'est possible. Si vous me demandez une probabilité subjective, je vous dis, elle est faible. Je crois qu'on va plutôt vers d'autres configurations dont on parlera après. Mais là, nous raisonnons dans une situation dont la cause fondamentale est le déséquilibre qui a été lui-même la conséquence de la chute de l'Union soviétique. Voilà, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas raisonner sur la situation actuelle sans partir de ça. Et puis, par ailleurs, un autre phénomène qui est la montée de la Chine, mais c'est autre chose. Ouais. Merci. Vous nous avez parlé à la fois de la fébrilité des institutions multilatérales, de la fébrilité d'une certaine façon de l'Europe et de la chute de l'URSS. Je voudrais revenir sur une entité multilatérale plus particulière qui a des moyens que d'autres n'ont pas pour faire pression sur ses membres et qui s'est d'ailleurs agrandie à la chute de l'URSS. Je voudrais vous parler de l'Union européenne et de la crise des idéaux qu'elle est en train de traverser. En 2001, pour revenir à un fait marquant, l'Union européenne donc assurait dans sa déclaration de Laeken que le rôle qu'elle doit jouer est celui d'une puissance qui part résolument en guerre contre toute violence, toute terreur, tout fanatisme. Or, compte tenu des événements récents, comme l'enlisement de la guerre en Ukraine, la remilitarisation du continent européen, le durcissement de son discours contre des puissances autocratiques, la Russie, les États-Unis, entre autres, ou la Turquie, voire même de ses engagements à l'image du sommet de Londres en mars dernier, est-ce que l'Europe ne serait pas en train de devenir, est-ce qu'elle ne serait pas en train de perdre son idéal de paix? Alors, je vais vous faire de la peine, là encore. Euh, la, euh, cette déclaration de Laeken, vous l'avez trouvée, c'est d'ailleurs assez intéressant, mais ça n'a intéressé personne, si vous voulez. Je veux dire que ce sont des papiers comme on en signe dans des conférences internationales et que tout le monde oublie. Je force un peu le trait, mais ça représente, si vous voulez, la pensée un peu consensuelle et facile d'un moment. Bon, là aussi, je vous invite à aller rechercher les causes fondamentales. Bon, les causes fondamentales, il faut retourner là aussi aux origines de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que les origines de l'Union européenne? C'est ce qu'on appelait à ce moment-là la communauté européenne. Bon, la communauté européenne, comment s'est-elle faite? Elle s'est faite, le discours habituel, c'est qu'un certain nombre de gens, Jean Monnet, etc., j'ai le plaisir de vous dire que je l'ai connu personnellement, Jean Monnet, ça c'est l'avantage de la génération, je ne vois pas beaucoup de gens pour vous, Jean Monnet c'est probablement un ancêtre très lointain. Bon, à l'époque, il y a eu quelques personnalités qui sont toujours citées, Robert Schuman, etc., mais le projet de la communauté européenne, et historiquement, c'est de plus en plus clair. C'est un projet, certes, de quelques personnalités européennes, mais un projet aussi américain. Il faut bien voir ça, américain. Bon, c'est parce qu'avec la montée du communisme de l'URSS, qui avait des ambitions sur l'ensemble de l'Europe, l'Union des républiques socialistes soviétiques, eh bien, il fallait soutenir la reconstruction de l'Allemagne. Bon, c'est dans ce contexte-là que s'est faite l'Union européenne, et très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours sur sur la communauté européenne, mais pour des raisons très profondes aussi, la question a été posée de faire une communauté européenne de défense. Vous avez sûrement étudié ça dans les classes préparatoires, et ce projet a été rejeté par la France, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale qui a refusé de voter le projet qu'elle avait elle-même, que la France avait elle-même élaboré. Bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un découplage complet entre la communauté européenne et les questions politiques. Le général de Gaulle, d'ailleurs, était absolument hostile à tout mélange des deux. Bien. Sur ce, quelques années après, arrive la chute de l'Union soviétique. Vous voyez bien que dans la construction même du bâtiment, le bâtiment étant la communauté européenne, l'Union soviétique a joué un rôle essentiel, puisque c'était encore une fois par référence au danger soviétique que l'on a commencé à construire la communauté. Bien. Quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu
Et moi, j'ai vécu tout cela, j'ai vécu sur de nombreux plans. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit faire, nous, on n'appelait pas encore Union européenne. Et là, il y a eu plusieurs solutions qui ont été imaginées, et la voie qui a été choisie, c'est d'élargir au maximum l'Union européenne à la plupart des pays qui faisaient partie de ce qu'on appelait l'empire extérieur soviétique, c'est-à-dire les pays qui avaient été sous domination soviétique, le pacte de Varsovie, etc., toutes choses que je suppose vous avez aussi étudiées à l'époque. Donc on a brusquement élargi progressivement l'Union européenne avec des pays qui avaient aussi toute une histoire totalement différente. Et l'Union européenne, alors l'Union européenne, c'est le nouveau nom qu'on a donné après le fameux traité de Maastricht de 1992, et tout le monde s'est bien rendu compte que le risque était que tout ça s'écroule, et on a cherché quelque chose comme qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer cet ensemble devenu extrêmement hétérogène. Bien. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait l'euro. Et ça a été une aventure absolument extraordinaire parce que, là aussi, rien que ça, on pourrait passer toute la soirée. Bon, la réponse au risque d'effondrement de la communauté rebaptisée après le traité de Maastricht, l'Union européenne, ça a été de dire, bon, ben, on va créer une monnaie, et pas seulement une monnaie commune, mais une monnaie unique. Et c'est cette création extrêmement audacieuse qui a permis de tenir le bâtiment dans son ensemble. Bien. J'ajoute encore un élément. Sur ce, arrive 30 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dont les causes, encore une fois, doivent être analysées au regard de cette même chute de l'Union soviétique, comme je vous le disais tout à l'heure. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, là aussi, effet de surprise, parce que souvent on est pris par surprise parce qu'on ne veut pas voir les choses telles qu'elles s'annoncent. Retenez bien ça, si vous voulez. Beaucoup de surprises stratégiques viennent de fait qu'on ne veut pas voir, parce qu'actuellement il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Bon, eh bien, ce qu'on ne voulait pas voir, c'était, comme je vous disais au tout début, que cette chute de l'Union soviétique, de l'Empire russe, ne pouvait que provoquer des choses, et en particulier l'Ukraine. Tous les gens qui s'intéressent alors sérieusement à la géopolitique savent que l'Ukraine, c'était le pivot, c'était l'endroit central qui allait décider de l'avenir du continent eurasiatique. Bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc cette guerre que vous suivez maintenant depuis plus de 2 ans. Quelle réponse? La fuite en avant de l'élargissement. Bon. Et donc aujourd'hui, on s'engage dans le temps de l'Ukraine, etc. C'est-à-dire qu'on repose toute la question de la stabilité d'un édifice qui est de plus en plus hétérogène, ou hétéroclite, en disant, bon, on va mettre l'Ukraine. Puis alors on dit, puisqu'on va mettre l'Ukraine, on va être obligé aussi de mettre l'Europe du Sud-Ouest et tous les débris de la Yougoslavie, et même le Kosovo, dont la reconnaissance est une histoire absolument invraisemblable. Eh bien, le résultat de tout ça, c'est que, à nouveau, c'est l'existence même de l'Union européenne qui est en danger. Et écoutez-moi bien aussi, c'est l'existence même, la viabilité même de l'euro. Et le grand danger, je vous exprime ça en termes de danger, de risque, c'est que dans les années qui viennent, vienne un moment où la viabilité de cette construction extraordinaire, je le répète encore une fois, qu'a été l'euro, ne fonctionne plus. Et le jour où ça ne fonctionnera plus, et le jour où, par exemple, la zone euro éclaterait, à ce moment-là, la question qu'on doit se poser déjà par anticipation, c'est est-ce que l'Union européenne pourrait survivre? Vous voyez. Donc c'est très grave, ce truc-là. Mais il faut, face à ce genre de questions, il faut raisonner. Ça demande beaucoup de. C'est pas des sentiments, des ceci ou cela. Quand on essaye de faire des prévisions, de juger des probabilités de ceci ou de cela, il faut rentrer. C'est le travail justement d'institutions comme le centre d'analyse, les deux que j'ai créé, le centre d'analyse de prévision du Quai d'Orsay et l'Institut français des relations internationales. C'est à ce genre de sujet que l'on doit travailler. Et comme je vous le disais, c'est un métier. Merci. Tout à l'heure, vous disiez que de nombreux événements
Donc en réalité, pas surprenant si on regardait les choses en face, si on n'essayait pas de détourner le regard. Si on regarde du côté des valeurs, dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche avance que les civilisations dominantes ne naissent pas de la vertu, mais d'une violence vitale. D'un naturel proche de la nature, presque barbare, d'hommes en possession d'appétit de puissance qui se sont jetés sur des races plus polissées, plus paisibles, comme ces vieilles civilisations épuisées. En observant aujourd'hui les nouvelles formes d'affirmation de puissance, qu'elles soient russes, chinoises ou américaines, peut-il y voir le retour de cette logique de domination brute, au détriment du droit international? Autrement dit, la puissance donne-t-elle raison à l'avoir commun? Il faut là aussi regarder la réalité en face. Alors Nietzsche, il poussait évidemment les choses très loin, y compris dans sa manière de s'exprimer, bien entendu. Euh, mais il y a n'est-ce pas? Moi, je me définis comme un réaliste. Bon, qu'est-ce que c'est que le réalisme? C'est d'essayer de regarder les choses telles qu'elles sont. Bon. Et de raisonner à partir de faits objectifs. Bon, la brutalité des rapports internationaux, c'est un fait qui ne date pas d'hier, ça a toujours été comme ça. Bon, et en réalité, sur la très longue durée, vous devez voir que la période de la guerre froide, c'est-à-dire, encore une fois, je rappelle, de 1947-49, 47, c'est la fameuse déclaration de Churchill, 49, c'est le traité de l'Atlantique Nord, et 89, c'est la chute du mur de Berlin, ça fait 40 ans. Hein, pendant cette période de 40 ans, il y a eu une stabilité extraordinaire. Mais cette stabilité, c'était un rapport de force. C'est pas bisounours du tout. Et il y a eu des millions de gens qui sont morts pendant cette période. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu de confrontation directe entre le monde occidental et l'URSS, parce qu'il y avait le fameux phénomène de la dissuasion nucléaire. Mais en revanche, les conflits se sont dérivés dans toute la périphérie et ça a conduit à des millions et des millions de morts. Hein. C'est pas du tout le monde, je répète, bisounours que l'on cherche parfois à reconstruire. Donc oui, les relations, je ne reprends pas mot à mot l'intéressante citation que vous avez relevée de Nietzsche. Encore une fois, Nietzsche, c'était pas un spécialiste des relations internationales, mais il avait une vision qui était celle aussi d'un personnage un peu hors norme. Hein. Mais enfin, il y a un fond de réalité là-dedans. C'est les relations internationales, c'est brutal, et c'est brutal parfois même derrière la politesse. Hein, nos amis américains ne sont pas des gens particulièrement tendres. Hein. Si vous regardez les choses dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors moi, je reviens à l'idée simple de départ, quand tout le système est totalement déséquilibré, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui a été maintenu en gros pendant 40 ans et qui se trouve complètement déstabilisé. Par exemple, dans les années immédiatement après la chute de l'Union soviétique, toutes les années 90, un des grands débats hein, auxquels j'ai participé, comme tous les gens qui font le genre de métier que je fais, c'est est-ce que l'OTAN va survivre? Et je vous rappelle que notre président de la République, Monsieur Macron, a à un certain moment eu des expressions extrêmement fortes pour dire que l'OTAN s'était voué à disparaître. Il l'a dit, Macron. Donc, il a dit avec des mots qui n'étaient pas très aimables pour l'OTAN. Bon. Donc, la question, c'est quel nouveau rapport de force vont s'établir. Et cette question des nouveaux rapports de force, ce seront des rapports de force. Bon, espérons-le un peu civilisé, etc. Et c'est à ça aussi que sert un peu le droit international. Mais ce sont des rapports de force. Et là-dedans, il faut mettre dans l'équation naturellement la Chine. Alors, vous parlez des valeurs. Bon, les valeurs, vous savez, les valeurs, il faut les juger soit quand on a des convictions profondes soi-même, ce qui est important, et puis la culture de chaque pays, etc. Mais il faut juger les valeurs à l'aune du prix que les gens sont payés pour les défendre. Bon, si on répète tout le temps que au nom de la démocratie, il faut aller tenir l'Ukraine jusqu'au bout, etc., etc., ben, bon,
on peut très bien le faire, mais à condition d'être cohérent. Pour ça veut dire qu'il faut que, si les Français, par exemple, pensent ça dans leur majorité, eh bien, il faut que, si un jour on dit, bon, ben, il faut lever 100 000 personnes, 200 000 personnes, 300 000 personnes en France pour aller se battre en Ukraine, il faut qu'ils suivent. Ensuite, là, on entre dans des réalités, si vous voulez, qui sont celles aussi des relations internationales. Bon, si vous avez des valeurs auxquelles vous croyez profondément, mais que dès que ça vous commence à vous faire mal aux doigts de pied, vous ne les défendez plus, vous voyez bien que ces valeurs, elles risquent d'être maltraitées. Donc là aussi, je force un peu les traits, mais encore une fois, je dis ça parce que je pense à vous, je m'adresse encore une fois à des étudiants d'HEC formidables, et vous êtes formidables, mais il ne faut pas regarder les choses naïvement. Si vous avez des valeurs, je suis sûr que vous en avez tous, songez à ce que ça implique. Avoir des valeurs avec un V majuscule, c'est être prêt à mourir pour ça. À quoi, pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Je suis sérieux. Je ne vous demande pas de me répondre, parce que c'est moi ce qui essaye de répondre à vos questions. Quand vous parlez de ces valeurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une forme essaie de vraiment intégrer ce que ça entraîne, vous infuser ce Je veux vous dire, d'abord, je pense que plus je vais essayer d'éviter le mot vieillir, plus on avance dans la vie, et on passe plusieurs stades successifs, comme vous le verrez, plus on se rend compte de l'épaisseur des choses sérieuses. Bon, là, par exemple, pour les grandes questions des valeurs religieuses, qui sont probablement celles auxquelles finalement les gens sont le plus prêts à donner leur vie, quand on regarde des choses de près. Mais c'est toute une évolution dans la vie, le véritable prix qu'on accorde aux choses. Mais je vous rappelle que dans valeur, il y a valoir. Bon. À quoi, encore une fois, attache-t-on le plus grand prix? Et c'est, quel que soit l'âge, quelle que soit la façon dont on a intériorisé soi-même les choses dont on parle, il faut quand même essayer de se poser, de se poser la question, de se poser les questions. Puis il y a une autre chose dans les relations internationales, vous voyez bien que je parle de relations internationales, j'essaie de donner une cohérence d'ensemble à tout ce que je vous raconte ce soir. Il faut comprendre les autres, et ça, j'insiste là-dessus. Bon, mais les relations internationales, c'est des relations entre des pays, les images, rappelez-vous la définition la géopolitique, l'idéologie relative au territoire, la culture différente. Quand vous parlez avec des Chinois, je l'ai beaucoup fait dans ma vie, je le fais toujours, eh bien, la première chose, c'est de comprendre les Chinois, d'avoir un minimum d'idées de leur culture, de leur tradition, de leur histoire. C'est quand même important, parce que sinon, le dialogue ne mène absolument nulle part. Bon, qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Entre eux, les Chinois, par exemple, dans les questions de politique internationale, ils ont beaucoup d'institutions, justement, dont le boulot consiste à étudier en détail comment fonctionnent les autres. Comment fonctionnent les autres. Moi, après la chute de la bande des quatre, le 1979, et l'entrée dans la nouvelle phase, qui est la phase actuelle, avec un développement absolument extraordinaire, ils ont envoyé des missions dans le monde entier, ils envoyaient partout, ils étudiaient les choses, etc. Ils ne cherchaient absolument pas, ils n'ont jamais cherché à imposer leur propre vue, ils cherchaient à comprendre, à vous comprendre, à nous comprendre, vous voyez. Bon, or nous, Français en particulier, nous ne faisons pas ça suffisamment. Nous cherchons plutôt à convaincre les autres que c'est nous qui avons raison, que c'est nous qui portons les valeurs universelles, que c'est nous qui ceci, que c'est nous que cela. Bon, les Chinois, ils cherchent pas du tout à convaincre de la supériorité, ils cherchent pas à convertir le monde entier en sujet même de Confucius ou du taoïsme ou que sais-je. Ou du communisme, bien entendu, parce que le communisme, de toute façon, c'est complètement passé. C'est un communisme très opérationnel, si je puis dire, aussi même cynique, le communisme chinois aujourd'hui. Mais eux, ils cherchent par contre à comprendre comment nous fonctionnons, pour comprendre nos faiblesses aussi. Vous voyez. Donc là aussi, je vous le dis à vous, peut-être que ce que je vous dis vous rendra service.
passer du temps pour comprendre les autres, hein, et voir ce qui les tient. Bon, la Chine, je peux vous dire que c'est quelque chose qui tient, hein. Peut-être que M. Trump, d'ailleurs, n'a pas suffisamment réfléchi à ça avant de se lancer dans sa guerre commerciale. On va pouvoir enchaîner d'ailleurs sur cette guerre commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine, ou celle qui semble se dessiner aujourd'hui. Par exemple, en 2022, Maurice Cheng, fondateur de TSMC, annonçait lors de l'ouverture d'une usine électronique en Arizona que la mondialisation est morte. Il avait raison. Le changement. Depuis sa réélection, le président américain Donald Trump semble donner raison à cette citation. Et on a pu voir ces derniers jours et même ce matin comment on semble voir une embolie des tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Qu'attendent des futures décisions mondiales? Est-ce que vous pensez que cette montée en tension va s'apaiser ou est-ce qu'on va passer dans un nouveau cap dans les relations internationales? Est-ce que la mondialisation est moribonde, clairement? Alors, là encore, si vous voulez, une question de méthode. Toutes vos questions sont, comme je vous le disais avant, sont très bonnes, mais je crois que ce qui importe, c'est moins les réponses particulières que je peux faire que la méthode qui les inspire. Bon, il faut là aussi, pour parler de la mondialisation, repartir à la base, hein. C'est-à-dire, parce que c'est seulement si on comprend ce qu'a été la mondialisation qu'on a une chance de comprendre pourquoi on n'y est plus. Sinon, c'est un dialogue de sourds. Bon. En fait, la mondialisation a correspondu à une idéologie qui était celle de la fin de l'histoire, celle de Fukuyama, la fin de l'histoire, ça j'en parle aussi abondamment dans mon livre, je l'analyse abondamment dans mon livre, qui était, que je présente comme une sorte de réaction chimique, c'est-à-dire démocratie plus économie de marché entraîne, comme dans une réaction chimique, paix plus prospérité. Et c'est une réaction réversible qui fonctionne aussi en sens inverse. Bon. Si vous donnez la peine d'analyser logiquement, précisément cette réaction chimique, vous vous apercevez que c'est une tautologie en réalité, parce que si vous ne précisez pas très exactement ce que sont chacun des quatre termes, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Alors, si vous prenez les quatre termes dans leur acceptions idéales, ça devient à ce moment-là une tautologie. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais je vous invite à faire cet exercice. Bien. Mais il y a eu cette croyance que, avec la chute de l'Union soviétique, ça y est, tout était fait, la démocratie libérale allait s'étendre dans le monde entier, ainsi que l'économie de marché. Et donc là, nous sommes dans les années 90 du siècle dernier, et ça correspond bien aux objectifs des grandes entreprises de l'époque, parce que, si vous prenez le cas de la Russie, l'idée, c'était, pour les grandes entreprises américaines notamment, d'aller s'installer en Russie et en fait de mettre la main, si vous voulez, sur tous les grands actifs de l'économie de la Russie. Et on peut analyser, c'est plus compliqué que ça, mais on peut analyser aussi la réaction des Russes. Il ne faut pas personnaliser trop. Il y a Poutine, bien sûr, mais il n'y a pas que Poutine. Voilà. Et c'était aussi une réaction par rapport à ça. Mais là aussi, je crois que j'explique tout ça en détail dans mon livre. Bien. Alors, et ça a été d'autant plus, cette idée s'est d'autant plus répandue qu'elle a, en effet, dans un premier temps, conduit à des merveilles. C'est quoi ces merveilles? C'est que le schéma, là en pratique, hein, si je tombe au niveau ras des pâquerettes, bon, on allait se décentraliser, on allait, pour mettre les usines, par exemple, en Chine, moyennant quoi on avait un travail à très bas prix et on fabriquait des produits qui étaient ensuite répandus dans le monde entier. Par conséquent, on était gagnant des deux côtés, et d'ailleurs on l'a été effectivement, c'était surtout les Occidentaux, mais aussi les Chinois, parce que ça leur permettait de se développer, je dis les Chinois pas seulement, pas que, hein, commençaient à se développer, etc. Mais ça a permis, en plus, pendant une quinzaine d'années à peu près, d'avoir une période de grande croissance et sans inflation de plus, effectivement, parce que les coûts étaient très bas. Les marchés, ça faisait sur des bases de rendement croissant très importants, etc., etc. Sauf que
pendant ce temps-là, les pays, la Chine en particulier, se développaient. Et que, là aussi, vous avez étudié ça, j'en suis certain, mais vous voyez, pendant tous les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, issus de l'ancien GATT, c'est porté sur des questions commerciales. Sauf que on n'a peut-être pas payé suffisamment attention, pour parler franglais, au fait que les Chinois, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Et les Chinois, ils accueillaient les usines des grandes entreprises occidentales, mais ils piquaient toute la technologie. Voilà. Et donc, vous avez eu des gigantesques de technologie absolument gigantesques, et ils ont bénéficié de tout ça pour sortir des conditions qu'ils acceptaient au départ. Bon. Et pendant ce temps-là, et là aussi, celui qui vous parle, non seulement j'ai vécu ça de près, mais je suis allé au moins une fois, 2, 3 fois par an, tous les ans en Chine depuis en fait 1976, la première fois. Bon, donc j'ai suivi tout ça de très près, mais ils faisaient ça, eux, si vous voulez, ils sont pas dans l'émotion, hein, les Chinois, ils sont dans tout ça, et c'était dans un extrêmement calculé, extrêmement réfléchi, avec une stratégie de long terme, et étape par étape, etc., etc. Bon, donc voilà. Donc maintenant, nous ne sommes plus. À un certain moment, ils ont dit bon, maintenant c'est fini. Nous sommes grands et nous voulons devenir nous-mêmes des sujets importants des relations internationales. Et c'est en gros la situation dans laquelle on est entré à peu près, enfin, dans les années 2000, et aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'affrontement, parce que maintenant, ils sont suffisamment grands, suffisamment forts pour pouvoir dire, les États-Unis ne sont plus maîtres de l'univers. Il va falloir compter vraiment avec nous. Et quant aux Américains, ils ont le réflexe typique de toutes les grandes puissances dans l'histoire, hein, c'est-à-dire, ils se disent depuis un certain temps déjà qu'ils veulent empêcher à tout prix la Chine de devenir la première puissance mondiale. Bon. Et si vous aimez les parallèles, le parallèle à regarder de près, c'est l'histoire des rapports entre les États-Unis et la Grande-Bretagne dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres. Parce que je vous rappelle que jusqu'à la Première Guerre mondiale, quelle était la grande puissance mondiale? C'était la Grande-Bretagne. Quelle était la monnaie de réserve internationale? C'était la livre sterling. Et tout un aspect de l'entre-deux-guerres, ça a été là, on appelait ça d'ailleurs la guerre monétaire entre le dollar américain, avec une économie qui grandissait à toute vitesse, le pays qui était le pays en voie de développement au sens littéral du terme, c'était les États-Unis. Après la guerre de sécession, d'ailleurs, tout ça est très intéressant. Regardez les enchaînements. Et quel était le pays qui déclinait? C'était la Grande-Bretagne. Et le grand moment, ça a été célébrissime, ça a été la dévaluation, parce que tout ça c'était dans le système de l'étalon or, ça a été la dévaluation de la livre sterling en 1931, qui a été un coup de tonnerre dans l'histoire du monde. Et là, aujourd'hui, la question, Trump ou pas Trump, alors il faut distinguer les problèmes fondamentaux qui ont conduit à Trump à se lancer dans ces aventures et la manière dont il les a traités. Mais le problème fondamental, il existe aussi sans Trump. Je peux vous faire, si vous le souhaitez, je peux vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire quelle est la racine de la... Ah ben, on est acclamé, c'est bien. On peut faire, je peux dire quelle est la véritable racine du problème actuel. Et pour ça, il faut oublier un instant Trump, etc. Il faut regarder les choses objectivement. Donc, si vous voulez, on peut parler de ça. Alors, pendant pratiquement toute la guerre froide, les États-Unis étaient de loin l'unique pays dominant dans le monde, et en tout cas le leader incontestable et incontesté de ce qu'on appelait le monde libre, c'est le monde occidental. Bon. Moyennant quoi, la monnaie américaine régnait de façon universelle, même d'ailleurs dans les pays socialistes, qui cherchaient par derrière à utiliser le dollar pour leurs affaires extérieures, etc. De sorte que les États-Unis se retrouvaient dans la situation
où il n'avait aucun problème de balance des paiements, a priori, puisque dès que l'extérieur avait des sous à placer quelque part, il le faisait aux États-Unis, en achetant, par exemple, les bons du Trésor ou tout autre instrument. Bon. Le résultat, c'était que on avait une balance des paiements, une balance commerciale américaine qui s'est dégradée. Pourquoi? Parce que les Américains pouvaient se permettre d'avoir n'importe quel déficit de la balance des paiements, de la balance commerciale. C'était compensé par des afflux de capitaux, c'est-à-dire tous les gens qui voulaient placer leurs excédents, etc. Bon. Et donc, ça a duré 40 ans de suite, et ça n'a fait que s'accroître. Bon. Et donc, la situation, c'était un accroissement permanent du déficit commercial, mais compensé par des entrées de capitaux, parce qu'il n'y avait pas, encore une fois, de rivalité. Voilà. Alors là, j'ai simplifié, mais en gros, c'est la donnée de base. Ce qui posait d'ailleurs des problèmes, parce que si vous voulez, avec l'afflux des capitaux, ça faisait monter forcément aussi, dans certains cas, en fonction des cycles, les taux d'intérêt, donc ça faisait aussi monter la valeur du dollar. Mais ce n'était pas un problème pour les Américains parce que comme ils pouvaient utiliser le dollar n'importe où dans le monde, eh bien, ça leur permettait, par exemple, d'acheter des entreprises dans d'autres pays. Et ils n'avaient pas de limite. Ils n'avaient littéralement pas de limite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le général de Gaulle, pendant sa présidence, avait dénoncé le pouvoir exorbitant, c'était ces termes, des États-Unis qui pouvaient finalement acheter le reste du monde sans en subir la moindre conséquence. Bien. Et là, vous connaissez sans doute l'histoire de l'étalon de change or, etc. Et là, le fameux coup de Nixon, le 15 août 1971, quand il a aboli l'étalon de change or, qui fait qu'à partir de ce moment-là, la monnaie américaine n'a plus eu aucune restriction. Bien, en histoire extrêmement résumée. Bien, maintenant, ça change. Parce que avec l'émergence de pays, dont le plus important est la Chine, qui concurrence de plus en plus les États-Unis, il commence à y avoir des effets de diversification des placements, même si le yuan n'est pas encore, et même loin encore d'être une monnaie de réserve internationale, mais les Américains commencent à craindre leur vulnérabilité sur le plan que je viens de vous décrire. Et c'est dans ce schéma-là qu'il faut comprendre Trump. Sauf que Trump, avec sa brutalité, et c'est là qu'il faut distinguer sur les problèmes fondamentaux, c'est comme la géopolitique, il y a les problèmes fondamentaux qu'il faut comprendre, et puis après, comment est-ce qu'on les traite? Alors, le problème fondamental, c'est à peu près ce que je viens de vous dire. Comment on les traite, c'est là que Trump, avec ses méthodes, les méthodes qui lui sont propres, la brutalité qui lui est propre, etc., s'est lancé dans cette guerre commerciale. Bon, si la Chine et tous les autres étaient toutes des mauviettes, bon, ils se seraient tous écrasés. Bon, là, ça risque d'être plus compliqué parce que, particulièrement du côté de la Chine, il y a une capacité de souffrir. Les Chinois ont une capacité de souffrir. Là, ils viennent rajouter 84%. Bon, donc ça va faire facilement 100% au total. Et, mais vous voyez ce que les Chinois ont enduré pendant le Covid, comment ils ont été traités pendant le Covid. Si les Chinois doivent se serrer la ceinture divisée par deux, je dis n'importe quoi, si vous voulez, leur niveau de vie, etc., pendant 1 ou 2 ans, ils le feront et ils ne vont pas se révolter contre le régime pour autant. Tandis que quelle est la capacité des Américains, eux, de souffrir des conséquences de ces chocs en retour? Mais ça, figurez-vous que ça se calcule. Enfin, ça se calcule. On peut raisonner froidement sur ce genre de sujet. Et ça, soyez certains que c'est ce que font les Chinois. Ils raisonnent froidement sur ce genre de sujet. Ils savent parfaitement que dans 2 ans, il y a les élections, les midterm elections aux États-Unis, et que si la situation de l'économie américaine et le niveau de vie des Américains aura été durement affecté pendant ces 2 ans, ils savent que c'est un coup très très dur pour Trump, etc. Donc vous voyez, c'est tout. Mais sur ces choses-là, on peut et on doit d'ailleurs raisonner aussi factuellement et aussi rigoureusement que possible. Vous décrivez donc un monde extrêmement Dur, complexe et dur. complexe et dur, tragique même peut-être, dans lequel il est difficile de naviguer. J'aurais une dernière question, plus courte cette fois-ci. Vous y avez déjà
d'une certaine façon répondu par les réponses que vous nous avez proposées. Donc, dans un monde qui est aussi instable, quel est le rôle que devraient jouer les institutions comme la vôtre, comme l'IFRI? Alors, je pense que le rôle, dans la question que vous posez, c'est d'abord de comprendre, de sortir des passions, sortir du partisanship, c'est-à-dire d'essayer de sortir de l'idéologie, hein, pour essayer d'examiner les problèmes aussi rigoureusement que possible. Bon, j'ai essayé dans mes réponses encore une fois, les réponses que je vous ai faites, c'est pour vous, enfin pour les étudiants qui pourraient ensuite écouter tout ça, c'est pas tellement bon, bien sûr, si on avait des heures, si on faisait un séminaire, si vous voulez, hein, entier pendant X réunions pour prendre un de ces problèmes, on le décortiquerait sous tous les aspects, etc. Ce qui compte dans ce que je vous ai raconté ce soir, c'est c'est la méthode. Hein. La méthode, donc il faut essayer devant chacun des problèmes, on en a évoqué plusieurs, d'essayer d'aller à la source, de comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi parlons-nous exactement, quels sont les problèmes qui sont à l'origine de telle ou telle chose. Bon, il faut essayer de bien poser ces problèmes, il faut essayer de réunir toute l'information qu'on peut avoir dans les sources, beaucoup de sources possibles, beaucoup de sources sont parfaitement tout à fait ouvertes d'ailleurs, et puis, il faut avoir des modèles de raisonnement, des façons de raisonner qui soient rigoureuses et qui soient fondées sur l'analyse de la réalité et non pas sur des fantasmes idéologiques ou autres. Voilà. Et puis, à partir de là, il faut, puisqu'on est dans l'action, c'est-à-dire il y a des acteurs, moi, j'appelle ça des unités actives parce que l'unité active, ça couvre aussi bien les États que des grandes entreprises, que des institutions, que des narcotrafiquants, ça couvre beaucoup de monde. Et puis, il faut essayer de voir quelles sont les stratégies de chacun. Hein. Il faut essayer de les comprendre, là aussi, de les analyser, et puis il faut regarder soi-même quelles sont les options, les différentes réponses qu'on peut accorder. Puis on comparait les différentes options. Et là, on tombe, si vous voulez, mathématiquement, si on traduit tout ça du point de vue conceptuel en termes mathématiques, on tombe dans la théorie des jeux, l'optimisation et ce genre de choses. Naturellement, il ne s'agit pas de tout transformer en mathématiques, mais là, je vous parle de méthode. Vous voyez. Donc voilà. Donc des grands think tanks, des institutions qui sont spécialisées dans le domaine des relations internationales, en principe, c'est ça qu'elles font, hein, dans le principe. Donc ça veut dire que les chercheurs, je sais pas, par exemple, nous, à l'IFRI, nous avons un centre d'études de sécurité avec des chercheurs qui connaissent à peu près tous les problèmes militaires, stratégiques, les systèmes d'armes, etc., etc. Bon, ben, ils travaillent évidemment là-dessus sur des aspects particuliers de ça. Il y a des experts de problèmes transversaux, l'énergie, le climat, ben, ils connaissent leur métier, c'est de connaître tout ce que l'on peut et qu'on doit connaître dans ces domaines. Il y a aussi des spécialistes régionaux qui sont, par exemple, sur la Chine, sur d'autres pays. Oui, donc c'est ça le travail. Maintenant, il y a un autre aspect qui est extrêmement passionnant aussi, c'est l'analyse de la décision. Là, je pense d'ailleurs, je comprends que vous êtes donc la première année à HSC, mais je suis sûr que pendant les années de votre scolarité, il y aura aussi des cours sur la négociation, sur toutes sortes de choses, en tout cas dire les expériences de ce genre. Et c'est passionnant à étudier. Mais il faut voir que dans la vie, plus le niveau de décision est élevé, c'est-à-dire plus les décisions on se rapproche des méga-décisions qui ont des conséquences immenses et plus ou moins diffuses, plus ça se prend pifométriquement. Hein. C'est-à-dire que c'est au niveau technique et tactique que les décisions généralement se prennent le plus rigoureusement, mais plus on s'élève et plus l'expérience montre que les décisions se prennent comme ça. Bon, et on voit, et de ce point de vue-là, ça c'est lié aussi à la complexité. Alors, il y a un phénomène particulier dans les démocraties,
c'est que les démocraties, on ne sait pas qui on élit. On est, sur les gens qui arrivent au pouvoir sont des gens qui ont été élus. Mais ça peut être M. Trump, hein, ça peut être M. Milei en Argentine. Qui va dire qui sera le prochain président de la République française, hein? Dites-le moi. Bon, c'est peut-être quelqu'un que aucun d'entre nous ne connaissons aujourd'hui, peut-être. Et or, ces gens-là, ils peuvent se trouver devant un beau jour, devant des décisions, des méga décisions. Et comment vont-ils les prendre, etc., etc. Donc voilà quelques pistes de réponse à votre question. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit là, ça me faisait penser à une question qu'on avait prévue au départ, tu citais, écrivait que ce ne sont pas les plus puissants qui inspirent la crainte, mais ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Oui, ben, c'est une pensée très profonde. C'est ça. Et donc, vous voyez que la Chine aujourd'hui fait se pari que les États-Unis vont céder avant eux en termes de résilience. Or, les États-Unis, comme vous l'avez dit, ont ce besoin profond de maintenir leur domination. Et jusqu'où pourraient-ils aller dans ce cas-là s'ils sentent perdre la main face à la Chine dans cette course d'endurance? Bon, d'abord, cette pensée que vous avez relevée est très profonde. Et elle est très profonde aussi, il permet de comprendre que dans les stratégies de faible au fort, le faible peut être plus fort que le fort. Voilà. Enfin, ça peut ramener aussi à des réflexions de dialectique de Platon sur le maître et l'esclave, hein, le maître est l'esclave de l'esclave et l'esclave est le maître du maître dans ce genre de réflexion. Et si si vous regardez les États-Unis, nos amis russes, d'ailleurs, on a le droit d'avoir des amis russes, et ils vous diront que les Américains ont perdu toute leur guerre. Bon. Ce qui n'est peut-être pas entièrement vrai, mais n'est pas entièrement faux. Ils se sont retirés du Vietnam, ils se sont retirés de l'Afghanistan, l'Irak a été un fiasco. C'est de dire qu'ils ont perdu toute leur guerre, c'est une façon de le regarder, parce que en même temps, le paysage d'ensemble. Mais qu'est-ce que ça a changé, si vous voulez? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un moment, et ça c'est une constante dans le comportement historique américain, il y a un moment où les Américains en ont assez. C'est-à-dire, ils disent, bon, ça suffit. Et par exemple, je connais enfin, tous les amis que je peux avoir, les gens qui s'intéressent à ces problèmes-là, les gens de la génération précédant la mienne, la plupart des gens un peu sensés avaient parfaitement compris dès 2001 que les États-Unis se retireraient d'Afghanistan sans avoir réglé le problème d'Afghanistan. Pareil pour l'Irak, comme je disais, bon. Donc, tandis que les Chinois, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Par exemple, je vous dis aussi ce soir que sur Taïwan, les Chinois ne lâcheront pas leur objectif. Bon. Mais je peux vous dire beaucoup plus que ça. Je peux vous dire que ils chercheront, parce que le plus possible à obtenir leur victoire, c'est-à-dire la réintégration de Taïwan dans la maison mère, si je puis dire, dans la République continentale, la République populaire de Chine, ils essaieront de le faire par la méthode du jeu de Go, c'est-à-dire victoire sans guerre. Ils essaieront de le faire. Mais s'ils le font, ils feront la guerre. Encore une fois, ils ne la cherchent pas, mais s'ils le font, ils la feront. Bon. Maintenant, si vous me posez la question quand, comment, etc., je ne peux pas répondre parce que ça dépend de multiples facteurs que personne ne maîtrise totalement. Bon, mais dès la victoire de Mao Tse-tung, donc en 1949, cet objectif a été affiché. Il est évident qu'ils étaient dans un état économique et de pauvreté à l'époque qui leur permettait évidemment pas d'aller là. Par contre, ils ont joué un rôle décisif dans la guerre de Corée, malgré l'extrême pauvreté qui était la leur en 1949. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut bien réfléchir, il faut connaître les différents acteurs. Mais oui, cette pensée que vous avez relevée est très importante. Bon, ce qui compte finalement, c'est la détermination, la volonté sur le long terme. Et pour revenir un instant sur l'Ukraine, je fais partie de la minorité qui pense que pour les Russes, et je dis bien les Russes, pas seulement M. Poutine, la question de l'Ukraine est un enjeu très important.
était beaucoup plus important pour eux dans leur mental que pour nous. Vous voyez? Là, ensuite, c'est la capacité d'endure. Prenez aussi, c'est un élément de réflexion pour nourrir aussi votre réflexion. Prenons la France. Aujourd'hui, je constate que les Français n'ont pas du tout, ils ont une position globale, en général ils adhèrent à l'idée qu'il faut soutenir les Ukrainiens, là-dessus il n'y a pas de problème, là, objectivement, tous les sondages le montrent. Mais ça n'empêche absolument pas les mêmes Français d'être contre tout changement significatif de la politique des retraites, de l'allongement de la durée du travail, etc. Ça n'a pas changé d'un iota leurs attitudes fondamentales. Or, quiconque analyse d'un peu près la situation économique et sociale de la France dans une perspective à long terme voit que nous sommes condamnés soit à l'appauvrissement continue, soit à ces fameuses réformes qu'on attend depuis des décennies de faire. Mais là aussi, il faut regarder les choses avec réalisme. Vous, ben, je peux vous dire que vous travaillerez largement jusqu'à 67, 68, 69. Remarquez, celui qui vous parle travaille toujours autant, et j'ai largement dépassé cet âge-là. Donc, c'est pas forcément tragique, hein, mais il faut voir que il y a une autre expression, vous l'avez bien connue, c'est il faut vouloir les conséquences de ce que l'on veut. Il faut vouloir les conséquences de ce que l'on veut. Si, ça nous ramène à votre question sur les valeurs. Si on estime que le but fondamental d'un pays comme la France, c'est de soutenir, y compris militairement, la conversion en démocratie de nos voisins, on peut dire, tout est possible. Les objectifs, ensuite chacun les apprécie d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue global. Tous les objectifs, on peut se les donner. Maintenant, ensuite, il faut être cohérent. C'est-à-dire, si on se donne certains objectifs, est-ce qu'on est capable de supporter les choix, les conséquences des choix que l'on a fait? Bon, si la réponse est oui, eh ben on y va. Si la réponse est non, il vaut mieux faire attention. Merci beaucoup pour tout cet échange. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Ah, il y en a. C'était même le dernier arrivé, si je ne me trompe. J'ai une question qui rejoint celle que vous m'avez mentionnée suite à votre réponse sur les États-Unis et la résilience ou la capacité de souffrir, entre guillemets, des Américains. Est-ce que les Chinois pourraient utiliser cette capacité à souffrir des Américains, qui aurait des répercussions sur les choix politiques des Américains? Écoutez, premièrement, je dirais que qu'il doit y avoir des milliers de personnes en Chine qui ont pour mission d'élaborer tous les éléments de réponse à la question que vous posez. Bon, premièrement. Bon, alors comme je n'en fais pas partie de ces milliers de personnes, je ne me sens pas capable de répondre avec précision à toutes les petites souffrances que je pourrais infliger aux Américains. Mais je vous prends un exemple immédiat, dans la panoplie immédiate, c'est que les Chinois qui ont des excédents monétaires très considérables, tout ça est investi essentiellement aux États-Unis. Donc, ils auraient une capacité de bordéliser, si vous me permettez cette expression, mais qui est imagée, les marchés financiers américains, qui est extrêmement grande. Ils peuvent aussi, parce que je crois beaucoup aux formes de guerre hybride, le mot guerre d'ailleurs est pas forcément d'ailleurs celui qui est le meilleur pour les situations de ce genre. C'est des pratiques maintenant que font beaucoup naturellement les Russes, mais là aussi il ne faut pas être des bisounours. Les Américains aussi le font, tout le monde le fait dans tous les sens. Donc je pense qu'ils ont aussi des moyens considérables d'empoisonner la vie de toutes les entreprises qui sont aujourd'hui encore
sur leur territoire chinois, pensent qu'ils peuvent compliquer toutes les chaînes de preuves, etc., etc., etc. Bon, la liste. D'ailleurs, si j'imagine que si on faisait, imaginez qu'on fasse un séminaire, je reviens, ça se fait beaucoup aux États-Unis à la Harvard Business School, ce genre de la Kennedy School, etc. Au government, on fait beaucoup de ce genre d'exercice. Vous voyez, c'est un bon exercice, c'est de prendre, c'est de dire bon, on va travailler pendant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, on va se voir 3 fois par semaine pendant un mois. Et ben vous m'avez posé une question, ben voilà, c'est vous qui allez travailler là-dessus pendant 15 jours ou 3 semaines. Là. Bon, et puis et vous trouverez déjà beaucoup de choses. Là, je viens de vous jeter comme ça quelques pistes. Et ça, c'est quasiment au niveau de la vie de la vie quotidienne. Sur un plan plus stratégique, au plus haut niveau, je pense que je parle de Taïwan, par exemple, qui est quand même le grand sujet. Eh bien, il faut établir d'abord une crédibilité. Hein. La crédibilité, ça veut dire, dans un cas comme celui-là, pour Taïwan, mon but, c'est Taïwan doit rejoindre la mère patrie. Eh bien, je suis crédible. D'ailleurs, si je veux montrer que je suis crédible, je n'ai même pas besoin d'utiliser le mot. Bon. Et donc, vous voyez, par exemple, tous les développements de la force militaire, tous les exercices qui sont faits quasiment quotidiennement avec des avions, des bâtiments, etc. Avec tout ça, ça se conçoit complètement et très méthodiquement et sur la longue durée. Et c'est tout un faisceau et de moyens qui sont, en plus, dans le cas que je prends, organisés pour être visibles. Et pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation de l'autre côté. Et là, je crois que la faiblesse, ils savent parfaitement que la faiblesse des pays démocratiques en général, puis aussi des États-Unis en particulier, c'est souvent la consistance, la cohérence sur le long terme. Vous voyez, donc c'est comme ça que se jouent les choses. Et puis, dernier point, dernier élément de réponse, c'est que dans tous les pays, comme chez les individus, d'ailleurs c'est un peu la même chose, on a des moments où on est fort et d'autres, pour une raison conjoncturelle, on est plus faible. Hein, on a des trous, si vous voulez. Bon, et toute la méthode qui correspond à la tradition stratégique chinoise, c'est d'attendre le moment propice quand l'adversaire a un coup de faiblesse, si vous voulez. C'est à ce moment-là qu'on y va. Donc voilà quelques pistes. Moi, j'ai juste une question sur le conflit ukrainien dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment est-ce que, à titre personnel, vous envisagez la fin du conflit? Est-ce que, au vu de l'arrêt des... Pour l'Ukraine? Ouais, l'Ukraine. Au vu de l'arrêt, du gros coup d'arrêt dans le soutien américain, est-ce que vous voyez ça dans un futur proche? Et si oui, autour d'un traité qui entérinerait les pertes territoriales ukrainiennes, comment est-ce que vous voyez ça? Je vous dis ce que j'ai écrit dans le journal du dimanche, je crois 15 jours après le début de la guerre. 15 jours après le début de la guerre. Bon. J'ai dit, ce sont les Américains qui de facto décideront le jeu pour l'essentiel, hein, il y aura une partition territoriale. Bon, évidemment, ça ne m'a pas valu que des applaudissements. Bon, mais en termes simples, ça finira comme ça. Bon, mais ça peut évidemment ensuite il y a les détails. Bon. Alors, les détails, c'est que ça peut, à partir de schémas comme celui-là, ça peut prendre diverses formes. Aujourd'hui, dans les spéculations, tout ce qu'on peut lire dans la presse courante sur ces sujets, on confond deux choses. On confond, par exemple, la notion de cessez-le-feu et la notion à quoi vous appelez pour traité de paix. Bon, enfin, là, c'est-à-dire de paix, on va dire plus rigoureusement, de modalités d'établissement d'une paix durable. Bon, alors ce sont des choses très très différentes. Le cessez-le-feu, vous l'avez vu par exemple dans les guerres récentes à Gaza, par exemple. Le cessez-le-feu, c'est un accord des parties concernées pour cesser le feu. Bon, en général, c'est extrêmement fragile.
ces choses-là, et c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y a toujours un qui, quelque part, va pas respecter le cessez-le-feu, ça réembrase, etc. Bon. Donc, cessez-le-feu, c'est fragile un peu par nature. Bon. Ensuite, garantir un cessez-le-feu sans traité de paix, ça suppose qu'il y ait d'autres forces qui soient là, mais qui soient suffisamment crédibles elles-mêmes pour pouvoir réagir contre celui des deux qui violent le cessez-le-feu. Et ça commence à être très compliqué. C'est là d'ailleurs qu'on applique les forces de l'ONU, et les forces de l'ONU, comme je l'ai dit au début, ce ne sont guère que des forces qui sont envoyées par ceux qui le veulent bien. Bon, etc., etc. Alors, sur le traité de paix, il y a plusieurs façons de produire. Il peut y avoir un traité de paix, par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, avec là aussi la diplomatie montre souvent quels sont les pays qui contribuent à garantir. C'est un énorme bazar et ça peut prendre des mois aussi. Bon, mais dans le cas présent, je pense que ça a de moins en moins de chances de se faire facilement parce que même s'il y a une partition de fait, les Ukrainiens et d'autres pays plus ou moins impuissants d'ailleurs refuseront de reconnaître ça. Bon, donc on peut se retrouver pendant des années et des années dans une situation de fait. Et comme je vous rappelle que entre la Corée, après la guerre de Corée, qui s'est terminée donc en 52 ou 53, il y a toujours pas de traité de paix. On est dans une situation de ce genre. Et ça fait donc plus de 70 ans, si vous voulez. Donc ça peut durer très très longtemps. Et là, à ce moment-là, ça veut dire une sorte de guerre froide, à nouveau très très forte, mais avec toutes sortes de conséquences, c'est-à-dire la Russie, la relation entre la Russie, la Chine, etc., etc. Oui, ça a toutes sortes de répercussions où on peut aller, hypothèse optimiste, et c'était la plus souhaitable, et d'ailleurs ça aurait pu être fait avant, ce qui aurait évité cette guerre, ce qu'on appelle la reconstruction d'un système de sécurité européen. C'est l'architecture de sécurité européenne, c'est un terme que vous avez sûrement entendu, et ça c'est ce que les Américains et les Soviétiques avaient réussi à faire pendant la guerre froide, après la fameuse crise des missiles de Cuba, où on avait été proche d'un affrontement nucléaire. Donc il y a toute une panoplie de possibilités, mais plus ça dure et plus ce sera difficile. Mais mais l'Ukraine, le gros problème de l'Ukraine, évidemment, est humain aujourd'hui. Hein. C'est la capacité de résistance de l'Ukraine, là sur le plan militaire, c'est d'abord le problème humain. Alors évidemment, si les Américains, etc., cessent complètement de les fournir en armes, etc., la question sera réglée encore plus vite, si je puis dire. Mais même avec un certain soutien des Européens, le problème humain, c'est-à-dire les troupes, la force combattante, c'est sans doute la difficulté la plus grande aujourd'hui pour l'Ukraine. Voilà, en gros. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être venu avec nous. C'est un grand moment de plaisir. Le plaisir, tant mieux. C'est mais ce que je vous dis, moi j'ai moi-même été très 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 heureux d'être avec vous ce soir et je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour vos études et pour la suite. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous reteniez de tout ça, comme je vous dis plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Ce sont des sujets qui sont extrêmement complexes, voilà, et on ne peut pas les résumer en se plaçant exclusivement sous un angle. C'est ça qui fait le charme aussi de tout ça. Et il faut mettre de la méthode, voilà. Il faut mettre de la méthode. Avec une certaine humilité aussi, parce que quel que soit le temps qu'on y consacre, la durée, etc., c'est des sujets justement du fait même de leur complexité où les erreurs se font facilement.
Et quand on est au niveau décisionnel élevé, les erreurs, ça peut parfois avoir des conséquences absolument dramatiques, vous voyez. Mais je suis convaincu que dans votre formation, il y aura quelques personnes qui peuvent se passionner pour ces problèmes et qu'on retrouvera peut-être un jour, qui sait, à l'IFRI, par exemple. Voilà.